Filiconi 85. Alors, ce Filiconi 85, c'est un Filiconi, moi, qui me passionne. Enfin, c'est un objet qui me passionne depuis toujours, qui est à mon sens. Alors, on est quasiment à la même période que des trois artistes que je viens de citer, qui est cette œuvre, ce projet, qui est un projet qui a été fait à la Kunsthalle de Berne en 1969 et qui est le projet d'Harald Zeeman qui s'appelle Live in Your Head avec le sous-titre When Attitudes Become Form. Alors, cet objet, j'ai volontairement pris très peu d'images et que cette image qui est une image de la préparation de l'exposition et pas une image de l'exposition qui, non, en soi, les images de l'exposition, c'est un peu compliqué parce que soit il faut les prendre les unes après les autres pour arriver. J'ai préféré vous prendre cette image où vous voyez au centre, évidemment, en préparation, un igloo de Mario Merz. Alors, qu'est-ce que c'est que cet objet, qui est un objet qui est extrêmement important pour l'histoire de l'art? Cet objet, il a été donc pensé et curaté par Harald Zeeman, donc en 1969. Harald Zeeman qui est né en 1933 et qui est mort en 2005, qui a été le directeur de la Kunsthalle de Berne de 61 à 69. Ce qui fait qu'il a été, dans l'histoire de l'art, un des plus jeunes directeurs d'institution, puisqu'il était directeur à 25 ans. Harald Zeeman avait déjà une réputation, puisqu'il avait produit un certain nombre d'objets assez étonnants, notamment une exposition sur les maladies mentales en 63, une exposition sur la couleur en 67 et une exposition extrêmement importante qui s'appelait 12 Environments en 68, à laquelle il avait invité Christo, qui avait entièrement recouvert la Kunsthalle de Berne de toiles. Donc, voilà, jeune curateur avec un certain nombre d'expériences assez importantes, et il va produire cet objet. Alors, je voudrais juste contextualiser un tout petit peu la chose, parce que c'est assez étonnant, la contextualisation de cet objet. En fait, il s'avère que Harald Zeeman, qui est donc, on est en 68, début 68, Harald Zeeman, qui est donc directeur de la Kunsthalle de Berne, vous dire aussi que Harald Zeeman sera obligé de démissionner après cette exposition, hein, parce que ça a créé un scandale, je vous en parlerai. Donc c'est un point de départ et un point assez compliqué, ce qui lui permettra d'ailleurs de connaître aussi le succès par ailleurs. Mais début 68, il va recevoir un coup de téléphone d'une jeune femme qui s'appelle Nina Kayden, qui bosse pour une agence de relations publiques à l'époque, et qui est mandatée par, à l'époque, une des entreprises les plus prestigieuses de l'époque, qui est l'entreprise de tabac Philip Morris. Et c'est Philip Morris International et Philip Morris Europe qui va être proposé par l'intermédiaire de cette femme qui s'appelle Nina Kayden de filer beaucoup d'argent à la Kunsthalle de Berne pour produire une exposition. Et on connaît effectivement, la fameuse réponse d'Harald Zeeman qui dira « Ils m'ont offert de l'argent et une liberté totale. J'ai dit oui, bien sûr. » Parce qu'évidemment, ça a posé un certain nombre de questions. Aujourd'hui, c'est des questions qui seraient compliquées, parce que Philip Morris, c'est quand même compliqué. Alors, la tractation a été d'une complexité absolue. Parce qu'évidemment, quand Harald Zeeman a proposé le projet de faire une exposition qui ne serait pas une exposition, mais qui serait un atelier où on verrait les gens faire des petites bidouilles, Philip Morris a dit oui, non, et puis finalement, ils ont fini par accepter, ils ont donné de l'argent, et l'exposition a eu lieu. L'exposition a eu lieu, donc, sous ce quadruple titre, parce que c'était en 4 langues. Le titre originel de l'exposition, c'est « Live in Your Head », et il y a un sous-titre qui est donc « Quand les attitudes deviennent formes », qui donc c'est donc en 4 langues, et a été rajouté sur ce truc un certain nombre de concepts que vous voyez écrits en dessous, qui est Works, Concept, Processes, Situation and Information, donc œuvre, concept, process, situation et information, qui étaient donc les liminaires, les 5 grands concepts qui tenaient de l'existence de cet objet. Le catalogue est évidemment historique, puisque le catalogue, donc 69, il a été produit en même temps. Donc ça, c'est la couverture, vous voyez, du catalogue, qui était incrustée dans une boîte. Et à l'intérieur, le catalogue ressemble à ça. Donc début de l'esthétique administrative, avec cette attache parisienne, etc., etc. Les onglets. Et donc à chaque fois, vous avez une page pour chaque artiste, avec les textes et les œuvres, et une documentation extrêmement pointue pour chacun des objets. Donc l'objet, l'exposition commence, l'exposition a lieu, en sachant que la Kunsthalle de Berne ne possède pas d'œuvre, donc il s'agit d'emprunter. Donc il y a eu tout un travail réalisé par Harald Zeeman d'aller chercher des œuvres. Et donc la grande idée d'Harald Zeeman, c'était plutôt d'aller chercher des œuvres déjà effectuées, c'était d'inviter des artistes à venir travailler comme s'ils étaient dans un atelier, à produire des œuvres
produire des œuvres en direct. Et donc, qui a été extrêmement importante. Je vous en citerai quelques-unes après pour vous montrer un certain nombre de choses. Savoir évidemment que l'exposition ensuite a eu donc, elle a causé la démission d'Harald Zeeman, puisque voilà, ça a été un grand scandale. La presse publique à l'époque, la presse bernoise, a considéré que cette exposition était un scandale. Le board du musée s'est réuni. Harald Zeeman a démissionné un mois plus tard, etc. Mais l'exposition a continué, parce qu'elle a continué à plein d'autres endroits ailleurs, à Londres, à Krefeld et à d'autres endroits encore. Quelles étaient les idées matricielles de cette exposition? C'est ça voilà, je vais essayer de cartographier un peu les grandes idées de ça. La première chose, c'est que Zeeman a tenté de réunir une toute nouvelle génération d'artistes, dont je vais vous les dire tout à l'heure, les artistes, mais une toute nouvelle génération d'artistes, ils étaient un certain nombre, qui lui permettait à Harald Zeeman deux choses. Un, de permettre de montrer qu'il y avait une toute nouvelle génération qui s'éloignait radicalement à la fois de l'autorité et du fétichisme du minimalisme, et qui s'écartait du pop art, et qui permettait de poser un autre enjeu, une autre question sur la modernité. Et donc, là, vous avez toute une sorte de jeunes artistes qui ont à peu près l'âge de Zeeman, à peu près à l'époque. Donc, je vous les citerai tout à l'heure. Donc ça, c'est la première chose. C'est-à-dire sortir du grand fétichisme et du grand puritanisme du minimalisme, et s'échapper aussi à la question que l'art contemporain n'est pas simplement un problème américain, mais que l'art contemporain, c'est aussi un truc où on peut lier à la fois les nouvelles générations américaines, mais surtout une grande génération, enfin une nouvelle génération qui est une génération européenne. Précisément pour ça que vous retrouverez Hans Sacke, vous retrouverez Mario Merz et d'autres artistes européens. Donc ça, c'est la première idée, qui est une idée extrêmement importante et qui permettait pour Harald Zeeman de sortir de cette question qui était pour lui une des questions insupportables, qui était que l'art soit autoréférentiel. Donc, il fallait au contraire, c'est bien pour ça que le sous-titre est précisément pour ça, il fallait au contraire s'intéresser à des nouvelles choses qu'Harald Zeeman considérait comme étant fondateurs de la modernité, qui était la question du concept, du processus, de la transformation, des événements éphémères, et de tout ce qui relevait d'instructions linguistiques, photographiques et numériques. Donc c'était ça qu'il essayait de mettre en place sous la forme d'un atelier. Troisième grande idée matricielle chez Zeeman, c'était de considérer que cette exposition n'était pas une exposition qui montrait de l'art achevé, mais qui était au contraire une exposition qui interrogeait ce qu'était la relation à la forme. Puisque l'attitude, c'est ça, quand les attitudes deviennent formes. Donc, inviter des artistes à s'habituer dans une sorte d'atelier, donc montrer plutôt l'atelier et les transformations des gestes à l'intérieur de ces ateliers, pour voir comment émerge une forme à partir de ça. Et que ce n'est pas tant la question de la forme comme résultat, mais plutôt la forme comme un processus assez complexe, qui est à la fois lié à des singularités et à la fois lié à une histoire politique, historique, liée à ça. Donc ça a été extrêmement important de cette question-là. L'intérêt de Zeeman, c'est de réinterroger l'idée que l'objet n'est pas obligatoirement une question tangible ni une question esthétique, mais que l'objet invite en fait à produire des nouvelles formes de visualité et des nouvelles formes d'intention, et donc des nouvelles attitudes, à la fois pour les artistes, mais aussi pour le public qui regarde. Et c'est ça qui était la grande révolution chez Zeeman à ce moment-là. Et c'est ce que précisément Zeeman a appelé dès l'époque, dans les interviews qu'il donne, qu'il va appeler que c'est un art de l'intention intensive. C'est vraiment cette question-là, c'est-à-dire que c'est à la fois une intention intensive, c'est-à-dire pour la question des artistes, pour la question de la scène artistique, mais aussi pour la question du spectateur et de la spectatrice. Et cette question d'un art comme intention intensive, c'est ça qui déterminera, j'en reparlerai en conclusion, ce qui déterminera pour Harald Zeeman l'idée fondatrice de ce qu'aujourd'hui on appelle un dispositif curatorial. C'est-à-dire de penser que Harald Zeeman, en tant que curateur, est là pour assembler des objets, pour faire travailler des artistes, pour ouvrir à cette intensivité qui va permettre de montrer des dispositifs intentionnels, et donc qui vont arriver à toutes sortes d'expériences et toutes sortes de formes. Et ça a été extrêmement important pour Zeeman. Troisième idée essentielle de Zeeman autour de ça, c'est l'idée que lui préfère, au lieu de considérer que l'art soit un objet achevé et finalisé, lui préfère le penser comme un processus temporaire,
et comme un dispositif ouvert, et qui va donc être codéterminé par un ensemble de choses qui sont les intentions, les matériaux à disposition, le contexte, la situation, les objets, l'état général historique, et qui permettra de déboucher pour Harald Zeeman sur l'idée que l'art contemporain est bien évidemment l'antithèse de ce qu'on appelle une œuvre achevée, et donc marchandisable. Parce que la grande question d'Harald Zeeman, c'était de bloquer le processus de marchandisation. Et donc tout ça, ça va ouvrir effectivement à cette résistance qui est que Zeeman donc, va produire cette idée, donc la quatrième idée, que l'exposition en fait est un triangle qui permet d'appréhender un processus qui existerait entre l'atelier, la galerie et le musée, mais au lieu de les séparer dans un rapport historique, on va les réassembler dans un rapport d'expérience. Et qu'à terme, tout ça permettrait de démontrer pour Harald Zeeman que la grande modernité, le grand contemporain, c'est évidemment, un, la dématérialisation de l'œuvre, et deux, sa résistance à la marchandisation. Et donc voilà, puisque tout est plus ou moins in situ et qu'il faut pouvoir à la fois, c'est pas parce qu'on est devant une œuvre que l'œuvre fonctionne, c'est plus parce qu'on arrive à en comprendre un certain nombre de dispositifs, les intentions, une intensivité par rapport à un contexte, etc., etc., etc. Qui étaient les artistes ? Alors, il y avait 69 artistes qui ont été dans cette exposition, donc c'est beaucoup. Je vais vous en citer quelques-uns qu'on connaît. Il y avait Carl André, Giovanni Anselmo, Archwegger, Barry, Boetti, Bockner, Darboven, Walter de Maria, Jan Dibetz, Barry Flanagan, Hans Hacke. Qu'est-ce que je peux vous donner encore ? Douglas Hubler, il y avait Eva S., il y avait Joseph Kossuth, il y avait Yanis Kounelis, il y avait Sol Lewitt, Richard Long, Mario Merz, Robert Morris, Bruce Nauman, Claes Oldenburg, Oppenheim. Et j'en oublie encore Michelangelo Pistoletto, Richard Serra, Robert Smithson, Lawrence Weiner, Joseph Beuys. Et il y en avait encore. Je vais vous citer deux œuvres. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait n'importe quoi, j'ai fait une bêtise, c'est pas grave. Je vais vous citer quelques œuvres qui ont été importantes dans la compréhension de dispositifs. Joseph Beuys, par exemple, va y exposer une de ses œuvres qui va devenir emblématique, une série qui s'appelle Fête et queue. Alors, mon accent est épouvantablement mauvais, mais je suis désolé, qu'on coin de Grèce. Donc, il va poser ses premières expérimentations avec la Grèce dans les coins de l'exposition. Richard Serra va y exposer deux de ses œuvres emblématiques qui sont splashing, c'est-à-dire il va jeter des matériaux plus ou moins visqueux sur les murs, et belt, qui sont ces grandes structures qui pendent avec du feutre ou des cuirs ou des objets qui sont là, qui sont accrochés à des crans. Laurence Wiener va faire cette fameuse pièce extrêmement importante qui s'appelle 36 par 36, removal, donc retrait. Donc il va dessiner un carré sur le mur de 36 inches par 36 inches qu'il va gratter jusqu'à faire advenir le mur porteur, c'est-à-dire le mur matriciel. La pièce de Hans Hacke qui est Grass Grows, qui est un tas de terre sur lequel il va semer du gazon et qui va plus ou moins pousser pendant la durée du dispositif. Mario Merz va essayer d'expérimenter ses premières typologies d'igloo, de structures à l'intérieur. Eva S. va produire ses premiers objets avec du latex et des fibres organiques. Et là aussi, un des artistes qui n'est pas dans la liste, mais qui aurait été important à l'époque, qui est évidemment Daniel Buren, qui va, lui, envahir l'espace public, puisqu'il n'est pas dans la Kunsthalle de Berne et qui n'a pas été invité dans le dispositif. Bon, il y en a plein d'autres, des artistes. Il y a Mel Bockner a fait une pièce assez belle qui s'appelle Measurement, où il va entièrement mesurer la totalité d'une des pièces de la Kunsthalle de Berne. Je pourrais en citer d'autres, mais qu'est-ce que j'ai d'autre encore ? Étant donné que je me suis trompé de fichier, mais bon, on pourrait en rediscuter pendant énormément de temps, mais il y a énormément d'œuvres qui ont été extrêmement importantes, qui sont montrées comme des dispositifs en cours et des laboratoires. Un petit mot rapide sur la réception de l'œuvre. Donc, comme je vous l'ai dit, l'exposition a fait scandale et il y a eu une réception locale extrêmement difficile. Elle a eu une réception internationale beaucoup plus importante après. Mais elle a été extrêmement importante. Enfin, le scandale a été extrêmement important. Le conseil d'administration de la Kunsthalle a immédiatement après annulé l'exposition qui devait suivre, curatée par Harald Zeeman, qui devait être une énorme exposition sur Beuys, qui a été annulée. Zeeman a été contraint de démissionner dans la foulée. Et
Alors, cette démission a eu une importance qui est évidemment considérable, puisque Harald Zeeman s'est retrouvé donc sans travail. Donc, c'est là où, pendant un certain nombre d'années, il a commencé à explorer des formes tout à fait nouvelles, notamment le travail autour de l'atelier de son grand-père coiffeur, le travail sur les machines célibataires, et surtout, Harald Zeeman va fonder dans la foulée, alors je prie de pardonner pour mon accent allemand qui va être catastrophique, mais il va fonder cette Agentur für Geistige Gastarbeit, pardonnez-moi, qui est donc l'agence pour le travail intellectuel collectif, qui est donc le prototype de ce qui sera ce qu'on appellera le travail curatorial ou le commissariat. C'est une agence qui a été d'une importance comme dispositif conceptuel et historique absolument extrêmement fort. Ce qui veut dire donc que cette exposition a donc été un scandale au moment où elle a été créée, un scandale extrêmement fort. En revanche, elle a probablement été, comme le dira le New York Times quelques années plus tard, l'exposition la plus influente de la seconde moitié du XXe siècle. Et donc, elle est considérée comme un point de départ emblématique, puisqu'elle va changer de paradigme pour l'histoire de la modernité. En tout cas, pour ce que nous sommes, nous, aujourd'hui, elle va changer le paradigme de manière conséquente, parce qu'elle va amorcer deux choses qui sont extrêmement importantes, c'est-à-dire le rôle essentiel de la curatrice ou du curateur, c'est-à-dire cet intensificateur ou intensificatrice qui va venir construire des choses à partir des objets, et surtout l'idée que montrer de l'œuvre n'est plus exclusivement réservé à montrer un objet achevé, et qu'il y a toutes sortes de choses et des processus qui vont être extrêmement importants à produire à cet endroit. En 2001, pendant une interview, Harald Zeeman dira la chose suivante. Il dira, après la seconde révolution des arts visuels au début du XXe siècle, c'est-à-dire en gros ce qu'on appelle les avant-gardes, et le rejet de cette question, un artiste n'est pas fait pour représenter, un artiste est fait pour présenter un certain nombre de choses, il dira la deuxième révolution, qui était pour lui la dernière, c'était ce moment où on a pris en compte cette question de la forme, non pas comme un objet finalisé, mais comme un processus d'interprétation des attitudes et de la ductilité des attitudes de l'ensemble de ce que nous sommes. Donc voilà, c'est ce qui fait l'ensemble du dispositif qui aura été extrêmement important. Et pour finir, dernier petit point, je rappelle évidemment que en 2013, sous la curation de Germano Celant, immense critique d'art qui aura été celui qui aura mis un nom sur l'Arte Povera, etc., sera invité par la Fondation Prada à Venise à produire quelque chose autour de cette exposition. Et Germano Celant va reconstituer, avec l'aide de Thomas Demand et de Rem Koolhaas, va reconstituer au centimètre près, dans le Palazzo Ca' Corner à Venise, l'exposition de 69. Vraiment parce que cette exposition, alors il faut aussi savoir que cette exposition, elle a eu lieu comme toujours à l'époque. À l'époque, c'est des expositions parce qu'on ne voyage pas de la même manière. C'est une exposition qui a été ouverte je ne sais plus, mais quelque chose comme fin mars, et elle est finie fin avril. Une exposition qui dure un petit mois et puis ça s'arrête là. Et donc l'idée, c'est que c'était une exposition donc qui a été peu éprouvée de manière physique parce qu'on ne voyage pas de la même manière. Et donc c'était la grande idée de Germano Celant de refaire cette exposition, de faire un reenactment de cette exposition et de la rejouer. Il y a un catalogue qui est fait, il y a des jeux qui sont posés, il y a eu toute une critique qui s'est lancée, qui était « Ah oui, mais si on fait ça, on réinstitutionnalise quelque chose qui aurait dû être du côté de la dématérialisation, etc. etc. » Donc les enjeux sont considérables et je continue de considérer que cette exposition... Alors bon, j'ai déjà fait la dernière fois, j'ai fait une filiconie sur l'exposition Les machines célibataires de Zeeman en 75. Là, j'ai refait celle de 69. Je continue de considérer que Zeeman est un des curateurs les plus importants de la modernité. Mais voilà, je tenais à faire cet objet et voilà, j'espère que j'aurai été à peu près clair sur cette immense exposition.